J'écris n'importe quoi, je ne veux pas perdre l'habitude d'écrire. Parce que le jour où j'aurai besoin de cerner un sujet, si je n'ai pas écrit tous les jours, j'aurais perdu cette habitude. Bonsoir, le petit Charles, disait Piaf affectueusement. Le grand Charles, disent tous ceux qui le considèrent comme l'un des rares chanteurs français connus dans le monde entier. Charles Aznavour, bonsoir. Et merci d'être à 7 sur 7 ce soir. On sait tout de vous, que vous êtes né il y a 64 ans, que votre nom est Aznavourian et que vous vous revendiquez autant arménien que français. Près de 45 ans de carrière, plus de 500 titres de chansons connus de toute la planète où l'on fredonne aussi bien la mama que la bohème, les plaisirs démodés ou que ces tristes Venise. On sait tout de votre répertoire, de votre style, de la façon dont vous avez traversé les modes, de votre caractère obstiné, accrocheur, sûr de votre talent. On sait tout de vos débuts difficiles, quand vous vous voyez, vous, déjà tout en haut de l'affiche, mais que les critiques tentaient, eux, de vous assassiner. Et puis le succès foudroyant du petit homme en noir, au corps malingre, qui triompha sur scène, fut trop rare au cinéma, eut des démêlés forts anciens avec le fisc, fut sacré un des meilleurs ambassadeurs de la langue française et décoré de la Légion d'honneur par François Mitterrand. On connaît surtout votre voix rauque et troublante, qui a séduit plusieurs générations, et qui, il y a un an, au Palais des Congrès, vous faisait applaudir par un public enthousiaste, debout, devant le rideau de scène, quand vous chantiez Sur ma vie a cappella. Oui, on croyait tout savoir de vous, mais cet hiver, on a connu davantage l'homme blessé, meurtri, révolté, indigné par le sort désormais trop injuste d'une Arménie déjà 100 fois éprouvée. Quand en décembre dernier, la terre trembla à Erevan, vous avez dans l'heure créé un comité de soutien, récolté des millions de francs, enregistré un hymne devenu numéro 1 au top 50 pour Toi Arménie, depuis mise en scène dans un clip d'Henri Verneuil. Et puis on vous a vu là-bas, sur place, rendre visite à la famille et aux vôtres, à tous les Arméniens qui souffraient. Il y avait déjà des artistes engagés, il y en avait d'autres qui l'étaient moins, on vous pensait de cela. Et puis on a eu le sentiment qu'Aznavour s'était senti solidaire de ceux qui connaissent le malheur, comme si au-delà de l'Arménie, vous pensiez que l'humanité souffrante a besoin des artistes pour mobiliser l'opinion. Je n'ai pas été engagé, ce qui est un petit peu une fausse idée, parce qu'à chaque fois qu'on a eu besoin de moi pour une œuvre, j'étais, je crois, le premier à faire des galas pour personnages, il y a des années. La myopathie, j'en ai fait pour l'UNICEF, j'en fais à travers le monde. Mais disons que jusqu'ici, je n'étais pas engagé comme président d'une association. Je répondais à des demandes. Mais tout à coup, je me suis rendu compte que là, on avait besoin de moi, que j'étais la voix la plus importante de la diaspora arménienne et que peut-être ma voix pouvait être utile suffisamment pour aider justement le sort malheureux de mes compatriotes. Alors vous êtes allé en Arménie pour la première fois, au fond, depuis 25 ans. Vous n'y étiez pas allé Non, j'y avais passé 4 jours il y a des années pour un tour de chant. Alors au fond, comme si le drame avait un peu renoué un fil distendu. Non, non, vous savez, je crois que les minorités, parce que je fais partie d'une minorité, je suis un Français d'origine arménienne, comme les Français d'origine juive ou d'origine maghrébine, nous sommes toujours très près de nos racines. On n'a pas besoin d'y aller pour être en ligne directe, comme téléphoniquement avec les nôtres. Alors vous êtes allé là-bas. Qu'est-ce que vous y avez vu que vous ne sachiez déjà, au fond? Vous avez vu quoi? L'horreur totale, absolue? Vous l'avez mieux mesuré en allant là-bas? Non, je le savais. Mais j'ai vu le malheur, j'ai voulu le voir sur place et je savais qu'on m'attendait. Je savais que les Arméniens d'Arménie avaient, sûrement à tort, l'impression que j'étais celui qui pouvait apporter le plus pour un petit peu aider le malheur qui touchait ce pays. D'ailleurs, ils m'ont tous donné un petit bout de papier, une adresse, parce que où on pouvait les joindre. Alors j'ai envoyé des enveloppes à droite et à gauche. J'avais des papiers plein les poches, comme ça. Et puis souvent écrit en arménien. Je ne sais pas lire l'arménien, donc je me suis adressé à un prêtre ami. Je lui ai dit, voilà, tu vas me lire tout ça, tu vas me faire une synthèse. Et puis être sur place, les écouter, ça leur donnait une sorte de force. Déjà que l'Arménien est un peuple fort. L'Arménien est habitué au malheur. Vous savez qu'il y a un dicton qui dit que c'est la mort qui préfère l'Arménie plutôt qu'autre chose. C'est affreux, mais c'est un petit peu vrai. Alors, lorsque j'étais là-bas, ils ont pris un peu espoir, un peu plus espoir. Je leur ai promis beaucoup de choses. Je leur ai promis probablement plus que je ne pourrais tenir. Mais pour l'espoir, je crois qu'il faut en donner beaucoup d'abord.
Et puis après, ils se rendront compte de ce qu'on est capable et ce qui est possible de faire. Alors, les feux de l'actualité, vous le savez, sont toujours assez brefs, concentrés et un peu ingrats. C'est-à-dire que l'Arménie souffre autant aujourd'hui qu'il y a 3 mois, mais on en parle un peu moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? On donnera à la fin de l'émission un compte bancaire où on peut encore envoyer des dons. On peut faire ce qu'on a fait jusqu'ici. On peut faire ce qu'on a fait jusqu'ici. Pour ne pas oublier. Uniquement ce qu'on a fait jusqu'ici. L'aide. On a acheté le disque qui est formidable. La 9e semaine au top 50, numéro 1. On l'a acheté, on va l'acheter aussi à l'étranger. Il y a eu des dons. On nous a offert des tableaux, des tapis pour faire des ventes. On a encore une vente, je crois que c'est lundi, à Drouot. Vous voulez dire que l'intérêt ne s'est pas relâché, au fond. Vous avez l'impression que la communauté française est toujours sensibilisée, c'est ça? Oui, pas comme au début, mais c'est tout à fait normal, vous comprenez. Il y a d'autres malheurs qui arrivent. Il y a d'autres choses qui se passent dans le monde. On ne peut pas monopoliser les bienfaits du monde entier. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup, ils continuent à le faire. Et puis, il y a des associations qui travaillent très, très fort, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc., et qui sont toujours sur place et qui aident. Je dois dire qu'en plus, j'ai eu une aide assez importante, d'aide, d'ouverture de l'ambassade du RSS à Paris. Oui. Et ça, assez inattendu. Vous savez comme il était difficile de communiquer, comme il était difficile d'aller là-bas, d'avoir des visas. On a quand même réussi à y aller sans visa, sans rien. Plus Monsieur Dassault nous a prêté un avion. On a eu vraiment l'aide la plus extraordinaire. J'ai eu l'impression tout d'un coup que cette petite Arménie, qui était un pays inconnu et un peuple inconnu, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était en train de perdre quelque chose que l'on connaissait à peine et qu'on aimait bien. Alors, pour continuer un petit peu sur vous, en vous présentant, je disais trop rare au cinéma. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est volontaire? Comment se fait-il qu'au fond, dans chaque film où vous faites une apparition, c'est vrai, tout le monde dit il est formidable. Et comment se fait-il qu'au fond, vous ne tourniez pas plus que ça? Le film terminé, on pense que je suis un chanteur. Et puis, j'ai eu longtemps, ça commence à se tasser un petit peu, mais j'ai eu longtemps un handicap, c'est-à-dire que je n'ai pas le physique de mon âge. Et alors? Je pense qu'on vieillit avec son public. On a le même âge que son public, petit à petit. Et vous faites plus jeune que le public? Je fais plus jeune que celui qui avait mon âge, peut-être, il y a 30 ans. Et que c'est moins crédible. Et je risque de devenir de plus en plus crédible maintenant. La preuve en est, c'est qu'à chaque fois que je fais un film et que je dois avoir moins de mon âge, on est obligé de m'ajouter des rides. Vous faites beaucoup de rôles de juifs au cinéma. Oui. Et comment ça se fait, ça? Je crois parce que, d'abord, c'est une communauté que je connais très très bien. J'en connais et les défauts et les qualités, parce que quand on aime les gens, il faut aussi connaître leurs défauts. J'ai vécu avec cette communauté à peu près toute mon enfance dans un quartier qui était riche en tout, quoi, en folklore, en couleurs, en tradition. Je suis un petit peu, si vous voulez, dans mes gestes, parce que je suis arménien quand même, alors on est du même coin du monde. Et puis nous avons connu les mêmes malheurs, les mêmes problèmes, un petit peu dans le monde. C'est dommage à dire, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le massacre des Arméniens, il n'y aurait peut-être pas eu le massacre des Juifs. On connaît cette phrase terrible de Hitler, quand on lui a dit « mais vous ne pouvez pas massacrer on ne pouvait pas exterminer les Juifs. L'opinion internationale va se mettre contre vous. » Il a dit « mais qui se souvient du massacre des Arméniens ?» C'est une phrase terrible. Alors vous comprenez, on a fini par être parents. Bon, on n'est pas de la même religion, mais de toute manière, nous sommes des judéo-chrétiens. Nous venons de la même source. Alors vous écrivez tous les jours encore des chansons, des textes? Non, j'écris n'importe quoi. J'écris n'importe quoi, je ne veux pas perdre l'habitude d'écrire. Parce que le jour où j'aurai besoin de cerner un sujet, si je n'ai pas écrit tous les jours, j'aurais perdu cette habitude. Le pianiste fait des gammes tous les jours. Je sais pas, moi, le cycliste fait du vélo tous les jours, le sportif fait du sport tous les jours. Je crois que l'auteur, et moi je me prétends autre chose qu'un auteur, je dis que les gens comme Brassens, Brel, Nougaro, j'en passe, Ferret, etc., Trenet, moi, nous sommes des écrivains de la chanson. Il y a aussi des auteurs et des paroliers. C'est-à-dire il y a une hiérarchie. Pour moi, non, c'est pas une hiérarchie, il y a des choses différentes. Oui. Je ne mets pas une hiérarchie parce qu'il peut y avoir simplement un monsieur qui écrit des petites chansonnettes qui peut faire un succès fantastique et une très très belle chanson. Mais nous sommes des écrivains de la chanson, c'est-à-dire que le petit détail est important, la rime est importante, l'histoire est importante, le rythme un peu moins. Et vous me disiez que le dictionnaire est votre livre de chevet. Oui, il a toujours été. Et au fond, pourquoi c'est une vieille angoisse d'enfance de se dire
complexe, c'est une angoisse d'enfance. C'est cette angoisse qui, chez moi, on parlait l'arménien pour commencer, et le russe. Et j'ai appris le français dans la rue. C'est là que j'ai décroché cet accent que vous entendez, qui est d'un Parisien achevé. Et j'ai toujours eu des lacunes. Parler, pas écrite. J'écris avec beaucoup de facilité. Devant la page blanche, je ne fais pas de fautes de français. J'ai une peur affreuse, aujourd'hui encore, de faire des fautes de français, parce que dans le feu de la conversation, quand on parle vite, on en fait. Et lorsque moi, je regarde la télévision et que je vois quelqu'un faire une faute de français, je pointe, je dis à mes enfants, regarde, il vient de faire une faute de français. C'est horrible. On va faire attention ce soir. Mais non, ça va se passer, bien sûr. Non, je préviens. Bon, alors avec tout ça, si français que vous êtes, et vous l'êtes vraiment totalement, réellement, je suis français. Qu'est-ce que vous faites encore en Suisse? Parce que vous habitez encore la Suisse, et pourquoi? Alors, mettons les choses bien au point. La France est un pays démocratique. C'est un des quelques peu pays dans le monde où on peut dire « vous m'avez embêté, je claque la porte et je m'en vais ». Il n'y a pas beaucoup de pays où on peut le faire. C'est vrai. Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Je suis parti, j'étais pas content, j'étais en colère après l'administration. Je pensais qu'on m'avait fait un procès qui était un petit peu un procès d'intention. Et d'autre part, il y avait des choses où ils avaient raison, bien sûr, faut pas toujours tout rejeter sur l'administration. Mais enfin, ils n'ont pas essayé de connaître mon point de vue, ils n'ont pas essayé de rencontrer les gens qu'il fallait rencontrer pour savoir si j'avais raison ou tort. Parce qu'en plus, à l'époque, oui, c'était une vieille histoire. Donc je suis parti. Oui. Mais jamais on ne m'a demandé de revenir. Ah bon? Personne ne m'a posé la question. C'est-à-dire, on vous décore aujourd'hui la Légion d'honneur, mais on ne vous demande pas de rentrer en France? Oui, on me décore pour ce que j'ai fait, pour mon pays. Finalement, je fais le tour du monde, avec virtuellement le drapeau français enroulé autour du corps, vous comprenez? Je représente la chanson française, je représente donc une part de la culture française. Mais on ne m'a jamais demandé. Alors... On m'a reçu tout à fait agréablement, on m'a donné des décorations. Je les reçois avec plaisir d'ailleurs, parce qu'en plus, aller à l'étranger en disant j'ai la Légion d'honneur, ça veut dire quelque chose. Mais on ne m'a pas dit quand rentrez-vous. Charles Aznavour, le monde entier découvre une planète en danger, un environnement dégradé, une ozone entamée. Ça a l'air d'être une prise de conscience brutale de la part de tout le monde, de tous les citoyens. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous êtes devenu écolo d'une part, ou est-ce que plus sérieusement vous êtes concerné par tout ça? Je suis devenu très concerné, d'abord parce que je vis avec une femme qui est très concernée, et que vous savez que les femmes vous influencent toujours, et que finalement nous sommes tous complices de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes tous complices parce que nous savons parfaitement que se servir de tel instrument... Vous voulez dire qu'il n'y a plus de bombes à aérosols chez vous, par exemple? Ah non, il n'y en a pas. Ah bon? Il n'y en a pas du tout. On fait attention à tout. Je crois que le travail contre la pollution commence chez soi, à la maison. On ne jette pas n'importe où dans la rue, n'importe quoi dans la rue, on ne fait pas n'importe quoi, on se tient au courant de ce qui peut être nocif pour notre planète. Et quand j'entends dire notre pays c'est la planète, moi j'ai toujours dit nous sommes tous des hommes de la même planète et on est toujours en train de se battre et qu'une fois mort on se ressemblera tous. Ce qui est totalement ridicule, vous comprenez? Je crois que ça commence chez soi, nous sommes tous complices de ce qui se passe. Il faut commencer par se punir soi. Et il faut commencer par se dire, bon je vais dépenser moins de ceci. Finalement nous sommes des gens du confort. Et nous ne voulons pas abandonner un tout petit peu de notre confort pour aider la Terre à être ce qu'elle doit être par la suite, et pour nos enfants et pour nos petits-enfants. On s'aperçoit que le confort abîme le reste de la planète. Gorbatchev à Cuba, j'imagine que vous suivez attentivement ce qui se passe en URSS. Je suis attentivement, et je vous ai apporté un petit document qui est celui-là. J'espère qu'on en a parlé. D'Armando Valladares, oui. Parce que quand on a lu un livre comme celui-là, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. C'est aussi affreux que les prisons nazies. Alors je sais bien, c'est la première personne qui s'est occupée. Il faut dire que Valladares a été libéré grâce au président Mitterrand, et surtout de Madame Mitterrand. Il ne faut pas oublier de le dire, parce que je me souviens qu'elle avait une action importante pendant plus de 20 ans dans les prisons cubaines. Alors j'ose espérer que le président Gorbatchev en a parlé là-bas, et que petit à petit ça va en changer aussi, parce que la perestroïka, il faudrait que ça se passe partout. Oui, alors visiblement, Cuba n'est pas tellement en pointe sur le sujet, mais plus précisément sur Gorbatchev, est-ce que vous êtes atteint de la gorbimania générale? Moi, je fais partie des gens qui veulent faire confiance à Gorbatchev. Il faut absolument lui faire confiance, d'abord pour lui donner les coups des franches, je crois, puis pour qu'il sache qu'on risque de l'aimer beaucoup dans le monde, et que finalement, quand on est aimé, on finit par aimer beaucoup aussi.
Ah, vous voulez dire que le fait de lui témoigner beaucoup de chaleur et de solidarité va au fond le contraindre à suivre une voie plus paisible. D'autre part, je pense que c'est irréversible quand même ce qui se passe. Bien sûr que c'est un parti unique, mais on ne peut pas changer du jour au lendemain. Un peuple qui a été sous le joug des tsars d'abord, et ensuite du parti pendant des... Si on leur donnait la liberté du jour au lendemain, ce serait un marasme terrible. Donc ça doit se faire petit à petit, mais j'ai l'impression que ça prend une bonne route. Et que je crois que même les anticommunistes primaires commencent à se dire c'est peut-être pas mal du tout ce que M. Gorbatchev est en train de faire, et qu'ils sont ouverts et ils ne sont plus contre dès le départ. Vous avez été au Kremlin quand vous étiez en Arménie. Vous avez profité, vous êtes allé au Kremlin. Vous avez vu M. Rychkov, qui est le Premier ministre. Vous lui avez parlé du comité Karabakh qui est en prison. Je lui ai parlé donc de tous les détails pour l'Arménie. Nous avons été d'accord sur tout. Et là, je dois dire une petite chose importante, c'est qu'il y a des millions de dollars qui ont été gelés à Moscou. Et avant que je lui pose la question, il m'a dit ces millions de dollars sont gelés en attendant qu'on les distribue et qu'on les envoie à l'Arménie. Alors je le dis parce qu'il y a des Arméniens qui ne savent pas ce que cet argent est devenu, et je le leur dis. Bon, quand j'ai parlé du comité Karabakh, c'est là où j'ai... Il faut préciser que le comité Karabakh, c'est le comité qui revendique le rattachement du Karabakh, qui est une province de l'Azerbaïdjan, à l'Arménie. Enfin, oui, mais il n'y a pas que le comité qui le revendique. Tous les Arméniens le revendiquent. Tous les Arméniens le revendiquent, et le comité a été incarcéré. Et le comité n'a pas été un comité qui a fait quoi que ce soit. On a prétendu qu'on avait trouvé des bombes artisanales dans certains coins, mais les Russes ont dit on n'est pas sûr que c'est eux qui les ont construites, alors que n'importe qui peut les avoir construites et placées là. Alors j'ai demandé, on m'a dit de ne pas soulever ce lièvre. Je l'ai fait maladroitement une seconde fois, j'ai vu que ça gênait, et puis finalement, en tant qu'Arménien face à une catastrophe importante, je me suis dit qu'il fallait choisir entre deux mots. Alors j'ai un petit peu sacrifié les 12 plus 1, puisqu'en vérité ils sont 13, Arméniens du Karabakh dans mes conversations avec les Russes. Au profit du drame général de l'Arménie. Général, et on pourra y revenir plus tard à ça. Alors Beyrouth, vous étiez absent de Paris cette semaine, mais vous avez voulu vous solidariser avec tous ceux qui sont allés revendiquer... C'est le dernier pays occupé du monde. Les Russes ont quitté l'Afghanistan, le Vietnam quitte le Cambodge, et les Cubains ont quitté... Ils sont en train de quitter l'Angola. Donc, et c'est le dernier pays occupé, mais il est occupé vraiment terriblement fort, c'est-à-dire qu'ils bombardent tous les jours par les Syriens. Bien sûr que les Syriens ont été appelés à une époque par la classe politique qui voulait avoir les Syriens sur place, et que la classe politique libanaise n'a pas été tellement intéressante. Ils se sont surtout enrichis à une certaine époque. Mais en fait, Ayoun, lui, c'est le Premier ministre qui a été nommé, véritablement nommé, 10 minutes avant le départ de Gemayel. Il a raison dans ce qu'il veut. Oui, on a quand même un petit peu l'impression que les pays, on a un petit peu abandonné, on laisse tomber. Bon, le Liban, c'est fini, la Syrie va le prendre, il y a un autre pays avec, etc. C'est ce que j'allais vous dire. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas, un parallèle à faire avec l'Arménie, une sorte d'accoutumance des pays occidentaux au malheur de certains peuples? Et au fond, on a l'habitude de voir la guerre civile au Liban. Il y a 10 ans que le Liban vit en état de guerre civile. Oui, mais l'Arménie, c'est tout d'un coup, on se réveille. L'Arménie a eu un problème en Azerbaïdjan, il l'a toujours, bien sûr, mais l'Arménie reste l'Arménie. On ne leur tire pas dessus. Vous comprenez? Tandis que là, on est en train de tirer dessus. On est en train de tuer toute une population. On devrait pouvoir interdire ça. Le monde entier devrait être contre. Jusqu'ici, les Américains et les Russes n'avaient pas bougé. Je crois que les Russes viennent simplement sur la pointe des pieds de dire quelque chose. Et le président Mitterrand, lui, a été le premier à s'insurger contre ce qui se passait. Et Jean-François Degnaud est allé en mission là-bas au nom du gouvernement français pour justement voir ce qui se passait. Je crois qu'on devrait pouvoir condamner des pays, bloquer des pays. Moi, je ne suis pas un homme qui parle de politique. Habituellement, je n'y connais rien du tout. Je suis le politicien du café du commerce, vous comprenez. Mais on devrait pouvoir, je ne sais pas, moi, faire un blocus d'un pays, l'empêcher de vivre quand lui empêche un autre pays de vivre et qu'il tue ses ressortissants. Le Liban a le droit d'être le Liban. Un mot sur la Pologne, pour rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là, vous avez vu les images, solidarité relégalisée. Bientôt, peut-être un président de la République élu au suffrage universel. Ça non plus, on n'aurait jamais pensé. Non, mais j'ai le sourire pour la Pologne. J'ai aussi le sourire pour la Hongrie. Il ne faut pas oublier que la Hongrie est aussi dans une phase un peu semblable. Bon, la tristesse, c'est que vous avez des pays comme la Roumanie qui n'ont pas encore appris quoi que ce soit et que le grand frère d'un côté n'a pas tapé sur les doigts. Et je crois qu'il serait temps
Autant je dirais que M. Gorbatchev est un président qui nous montre des choses extraordinaires aujourd'hui, autant je lui reprochais de ne pas taper sur les doigts de l'autre. Alors au fond, vous lui demanderiez à Gorbatchev d'être un peu interventionniste cette fois, mais dans le bon sens. Ah bah écoutez, l'URSS a été interventionniste dans des endroits où il n'avait pas besoin de l'être, pourquoi il ne le serait pas là ? Alors, on a vu les artistes et les comédiens se mobiliser pour que les télévisions européennes diffusent des œuvres européennes. Ça n'a pas l'air d'aller tellement de soi chez nos compagnons européens. Apparemment, ça bloque au niveau européen et la France n'a fait que, selon Édith Cresson, qu'on accuse aujourd'hui, mais la France n'a fait que essayer d'obtenir un compromis de pays qui n'étaient pas tellement favorables à ça. Madame Édith Cresson, je ne sais pas si elle a été aidée, mais je dirais simplement que depuis des années, nous avons baissé les bras avant Madame Édith Cresson. Je ne suis pas d'accord que Mme Édith Cresson ait lâché le quota, mais enfin, elle n'a pas été seule. On a tous commencé. Non, sa position est de dire, nous, on était le seul pays à défendre ce quota et les autres pays européens n'étaient pas du tout prêts à l'accepter. Alors, plutôt que d'être complètement minoritaire, on a réussi à avoir un compromis. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques années à la Société de la Nation, il y a un député ou un ministre français qui a accepté que la langue diplomatique ne soit plus le français. Ce qui fait que maintenant, on parle l'anglais partout, on ne parle plus du tout le français. Il se passera la même chose avec des cultures que nous avons et qui sont formidables dans toute la communauté. Et je crois que ce n'est pas seulement les artistes qui doivent se mobiliser, c'est les télévisions doivent se mobiliser, tout le monde doit se mobiliser en ce moment. Parce qu'en fait, ce n'est pas un quota qu'il faut, c'est une morale qu'il nous faut. Se dire, voilà, nous avons de bonnes choses, il n'y a aucune raison qu'on accepte des séries télévisées qui ne valent rien du tout, qui sont toutes les mêmes. Je peux vous dire qu'il y a 12 scénarios aux États-Unis, c'est toujours les mêmes. Si c'est pas un homme qui court, c'est un chien qui court, c'est pas un chien, c'est un enfant. Si c'est pas un enfant, c'est une femme, c'est un homme avec un bras qui a coûté 6 millions. C'est toujours les mêmes scénarios. Alors, on a autre chose à montrer. À la télévision, vous fermez le bouton. Moi, je ne regarde pas, je refuse de regarder. Je refuse qu'on mette dans la presse, si on doit regarder combien il y a eu de pourcentage, je refuse de faire partie de ce pourcentage. Je regarde souvent des choses qui n'ont pas l'air d'être des choses importantes et on trouve à la télévision des émissions extraordinaires qui passent à des heures impossibles. Mais on a besoin de garder notre culture, on a besoin d'une culture. On est toujours en train de râler, on dit les enfants lisent les crados, etc. Mais c'est nous qui leur emmenons tout ça. Et la télévision leur apporte les crados aussi et les journaux en parlent des crados aussi. Alors ce qu'il faut, c'est se mobiliser tous. C'est pas dire avoir un quota. Qu'est-ce que ça veut dire un quota? C'est comme si je disais demain, il ne faut plus qu'on puisse de chansons américaines. Écrivons de bonnes chansons et battons la chanson américaine. À l'occasion de l'affaire Rushdie, on a entendu des musulmans de France s'exprimer. Nous avions envie d'en savoir plus. L'islam est la deuxième religion dans notre pays. Son développement dans les 15 dernières années est un phénomène dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. On sait qu'il n'y a que 3 mosquées véritables en France, même s'il existe un millier de salles de culte et plus de 500 associations islamiques. Que pensent les beurs de l'islam? Les beurs, c'est-à-dire la deuxième génération d'immigrés d'origine maghrébine. Si dans l'ensemble ils sont assez indifférents à la religion, comment la vivent-ils quand ils sont croyants? Et surtout, est-ce que la future génération revendiquera l'islam comme une identité? Je comprends qu'il est très difficile, l'intégration devient très difficile pour la religion elle-même, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une religion qui arrive, qui surprend. Tout d'un coup, nous avons quelques millions d'islamiques. Nous ne sommes pas habitués à ça. On ne leur a pas donné la possibilité, par exemple, de suivre le ramadan normalement, puisque il n'y a pas de jour de congé pour ça. Ils sont obligés de faire ça un petit peu en cachette. Ce qui est formidable, c'est justement ces jeunes qui disent l'intégration. Et c'est la chose la primordiale, finalement. On peut être de toute confession. Ce qu'il faut d'abord, c'est épouser le pays dans lequel on vit et duquel on va être le ressortissant. À partir du moment où on est français, on peut être français musulman, français catholique, français protestant, etc. etc. Quand vous avez dit une fois la France est mon pays, l'Arménie est ma religion, ça voulait vraiment dire que ça veut dire ça. Ça veut dire ça, c'est la revendication à la double appartenance. Mais la plupart de ces jeunes gens, on le dit bien, ne savent pas l'arabe. Ils iront dans leur pays d'origine, peut-être en vacances, et petit à petit n'iront plus. Je pense que c'est la 3e génération qui va être la génération la plus importante. D'abord parce qu'elle sera vêtue comme les autres. Je parle des vêtements parce que ce qui gêne un petit peu certaines personnes, pas moi bien sûr, c'est de voir des gens qui vivent une autre vie, qui la vivent d'une autre manière, qui la vivent habillée différemment. Mais à partir du moment où nos amis français musulmans seront comme les autres, je crois qu'ils ne gêneront plus personne. Je ne dis pas par là qu'il faut qu'ils le fassent. Je dis qu'ils gêneront beaucoup moins les gens.
Un mot de l'affaire Rushdie. Est-ce que vous avez été choqué, vous, chanteur, quand vous avez vu que des maisons de disques retiraient le disque de Véronique Sanson, qui avait chanté une chanson très pacifique, Mon Dieu sur Allah? Oui, je suis toujours choqué. J'ai été choqué qu'il y ait cette campagne contre le livre de Rushdie, que je n'avais pas envie de lire, et que je ne lirai probablement jamais. J'ai été choqué parce que je crois qu'on n'a pas le droit de condamner en plus à mort un écrivain qui écrit. Bon, bah, c'est la liberté de parole, c'est la liberté d'expression. Et choqué qu'on se plie au fond à ces ultimatums et à ces condamnations à mort? Oui, il y a peu de gens qui se sont pliés. Il y a quelques éditeurs et puis quelques distributeurs de disques finalement. Mais enfin finalement, en général, on s'aperçoit qu'en France, on ne s'y est pas vraiment plié. Je m'aperçois en plus avec les jeunes maghrébins qui ne sont pas d'accord non plus. Qui n'ait pas envie que ce livre existe, je les comprends parfaitement. Moi, le film de Scorsese, je ne l'ai pas vu. Hein. Mais souvenez-vous de Brel, quand il avait chanté Les Flamandes, il y avait eu vraiment des remous et on lui avait même envoyé une fois une boîte avec des vipères dedans. Ce qui ne sais pas d'aujourd'hui. Alors cette querelle des anciens et des modernes, des jeunes et des vieux, qui a été un peu présentée comme ça, qui est plus profonde que ça, qui est au-delà de ça, qui est la volonté de ces jeunes-là de vouloir rénover un peu l'opposition. Oui, mais vous savez, c'est arrivé dans tous les métiers. Nous sommes arrivés avec les yéyés. Bon, il y avait les anciens qui ne voulaient pas la laisser passer. Moi, je les ai trouvés très sympathiques. J'ai écrit des chansons pour Johnny et Sylvie, par exemple. Et puis finalement, vous voyez, on est tous une grande famille. Je crois que tout ça rentrera dans l'ordre. Au fond, vous dites à Giscard et Chirac, qui sont les Aznavour de la politique, laissez passer les jeunes un peu. Oui, moi je pense que ceux qui sont bien. Qu'est-ce que c'est la jeunesse et la vieillesse? C'est pas une question d'âge. Finalement, puis ils n'ont pas 20 ans, les jeunes, comme on dit. Hein. Vous n'avez pas un politicien de 20 ans, ils ont tous près de 40 ans quand même. Entre 40 et 50 ans. Oui, alors. Mais ils ont peut-être une autre façon d'envisager l'action politique et les programmes de leur parti. Et probablement qu'ils ont quelques idées qui peuvent être utiles. Alors, la politique, vous ne vous en êtes jamais directement mêlé. Est-ce que c'est parce que ça vous indiffère totalement ou est-ce que vous ne vouliez pas vous couper d'une partie de votre public? Pourquoi est-ce qu'on ne vous a jamais tellement entendu parler politique? D'abord parce que je sais bien quand on dit que si on n'est pas de droite, on est de gauche et vice-versa, mais ça n'est pas le cas pour moi. Je vote toujours pour la personne qui me semble être la personne providentielle au moment où je vais voter. Mais vous ne le dites pas forcément d'ailleurs à ce moment-là, ça ne regarde que vous. Non, je peux le dire, si on me le demande, je le dis, mais je ne le dis pas, ou je ne le dis pas. Mais lorsque les élections sont terminées, je deviens totalement légitimiste. C'est-à-dire que le gouvernement en de la France et le président et mon président, parce que moi je voyage dans le monde entier, il n'y a aucune raison que je me promène dans le monde en disant du mal de mon pays, sous prétexte que j'aime, ou que je dise du bien, que j'aime ou j'aime pas. C'est mon pays, c'est entendu comme ça, c'est terminé. Et je reprends mes idées au moment où je revote par la suite d'après, quelles que soient mes idées, qui peuvent être... Et une chose surtout, je ne veux pas qu'on me taxe de quoi que ce soit. J'aime des gens de droite et j'aime des gens de gauche. Moi, j'aime bien M. Chirac, beaucoup M. Chirac. J'aime bien M. Lang. J'aime bien M. Ernu. Tout ça sont des gens j'allais dire de confessions différentes. Mais je veux pouvoir avoir des sympathies pour qui je veux. Et je ne veux pas être taxé d'être de gauche, de droite. Je crois qu'aujourd'hui, on en a un peu marre de tout ça. Ce qu'on veut, c'est que la France marche bien. Et pour bien marcher, il faut avoir deux jambes. Une jambe gauche et une jambe droite. Si on n'en a qu'une de jambes, on risque de se casser la figure.